c'est cool. Entreprendre heureux, c'est mieux. Bienvenue dans Bien dans ta boîte. Bonjour Thomas, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Bien dans ta boîte. Aujourd'hui, dans cet épisode au format Dans la tête 2, nous allons nous immerger pendant une demi-heure, 3/4 d'heure, quelque chose comme ça, dans la tête de Thomas Burbidge. Merci Thomas d'être avec nous, comment tu vas ? Ça va super bien, merci Laura, et trop content de cet espace parce qu'on n'a pas vraiment eu l'occasion encore, toi et moi, de vraiment discuter, de se rencontrer et tout. Donc je me dis, quelle meilleure opportunité que cet espace podcast pour ça. C'est ce que j'aime dans les podcasts. Eh ben écoute, je suis bien d'accord. Quand on s'est dit tous les deux par messages vocaux, il était grand temps, puisque chacun de notre côté on disait mais il faut que t'interviewes Thomas, il faut que t'ailles parler avec Thomas. Bon voilà, Thomas est ici maintenant. Je suis là. Il est là, il est chargé en ce moment, mais il aura peut-être l'occasion de nous en parler dans cet épisode. Donc nous allons profiter de sa présence pour discuter avec lui. Thomas, je vais commencer au cas où je pense qu'on a quand même une bonne partie de notre audience quand même en commun, mais s'il y en a qui ne te connaissent pas, te laisser te présenter qui tu es, qu'est-ce que tu fais, qui es-tu, d'où viens-tu, où vas-tu ? Waouh, plein de choses à débloquer là. Ouais. Je vais commencer par le concret du concret. J'ai une entreprise qui s'appelle Kaleidoscope Horizon Inc. Le Inc veut dire incarner. Et ce qu'on aide nos clientes à faire, c'est incarner leur horizon kaléidoscopique. Donc inversé sur le nom. Qu'est-ce qu'on entend par là ? C'est réussir à identifier qu'est-ce qu'on projette sur l'horizon de nos aspirations, de nos désirs pour le futur. Une autre manière dont on en parle dans la manière dont on accompagne les personnes, c'est de dire qu'on veut réfléchir à leur vie idéale future et sur mesure surtout, parce que un des travaux nécessaires à ça, c'est se désidentifier des injonctions extérieures qui nous dictent ce qu'on devrait être, faire et avoir, pour se reconnecter davantage à ce que le monde intérieur nous dicte, ce qu'on veut vraiment pour nous, quoi, pas sous l'influence des autres. Et une fois qu'on a identifié ça, l'incarner dans nos actions, dans notre quotidien, dans notre comportement, notamment grâce à une entreprise individuelle, parce qu'on considère, moi, mon associé, l'équipe, que c'est un des outils où on a la plus grande marge de manœuvre dans la structure actuelle de notre société pour construire un mode de vie et une existence qui nous ressemble pleinement. Et du coup, ça prend souvent la forme d'être freelance, de faire une activité de service, même si ça dépend de chaque être humain, mais souvent c'est ça l'incarnation. Et du coup, on est un consortium de coachs, d'accompagnantes qui proposons différents espaces d'accompagnement, des expériences pédagogiques, de la formation, des outils divers pour accompagner les personnes sur ce chemin-là. Ok. Alors j'ai déjà 2 questions qui sont prévues. Tu as dit accompagner nos clientes, donc est-ce que sous-entendu vous n'accompagnez que des femmes, que des entrepreneuses du coup, j'imagine. Et la deuxième question, c'est tu as dit nous, mon associé, mon équipe, donc qui est dans ce projet ? Je vais commencer par parler du nous. En fait, c'est une formulation que je m'oblige à utiliser de plus en plus, dans le sens où historiquement, je faisais ça seul, et j'avais un programme que j'avais co-créé en 2018 et que je co-animais avec la personne que j'appelle aujourd'hui mon associé, qui s'appelle Marie Lanazza. Mais historiquement, c'est moi avec ma boîte, et je fais des formations, je fais plein de choses, et Marie, elle a ses activités à côté, et on a un programme ensemble. Mais je me force à dire nous, parce que la vision future, c'est que ce soit plus que Marie et moi, et que on devienne, comme je le disais dans la présentation, un consortium de plusieurs personnes. Et c'est important pour moi de commencer à parler en on, en nous, pour incarner ça. Souvent, j'ai ce truc de me dire la manière la plus rapide d'être dans le futur et d'incarner ce qu'on veut pour notre vision, c'est de se comporter comme si c'était déjà le cas. Donc, je commence déjà à parler comme ça. Mais aussi parce que j'ai envie de quitter un truc qui m'exècre un peu dans nos milieux entrepreneuriaux, dans l'accompagnement, c'est le côté les coachs starifiés, où on met les accompagnantes et les personnes qui créent de la pédagogie sur un piédestal,
Et le fait de mettre les autres sur un piédestal, ça a plein de biais et plein d'inconvénients que j'ai pas envie qu'il y ait dans notre pédagogie, autant pour la personne qu'on suit et qu'on accompagne que pour nous. Donc ça, c'est pour le nous. L'autre qui est sur le client, où tu l'as remarqué, je dis aussi consortium d'accompagnantes, de formatrices. En fait, c'est pas parce que on travaille que avec des femmes ou des personnes assignées femmes, c'est que on a pris l'habitude et j'ai pris l'habitude de parler au féminin neutre. Et ça relaye de un truc qui est important pour nous, c'est d'incarner nos valeurs de féminisme et de prise de recul sur ce qu'on appelle la pensée systémique. Donc, c'est prendre conscience qu'on fait partie de systèmes qui nous dépassent. Et donc, plutôt que par défaut, ce qu'on fait dans notre langage, c'est il y a un seul mec, 1000 femmes dans un groupe, on va dire ils sont en train de boire un verre. Ben, nous, on fait l'inverse. Une seule femme et 1000 mecs, ben, on dit elle. Et du coup, on a pris l'habitude de parler comme ça parce que ça rééquilibre dans le langage le fait que normalement les femmes sont invisibilisées. Et donc là, on essaie de faire l'inverse parce que pareil, un truc que je trouve hyper prégnant sur le changement, c'est le langage, c'est comme, et les mots qu'on utilise sont comme des sorts qu'on se jette. Donc nous, on jette des sorts dans le sens où on voudrait que le monde se développe. Et j'essaye d'incarner ça pour moi aussi. Incroyable. On va bien discuter, Thomas, mais il va falloir que je reste dans mon timing. Donc, comme j'ai 20 000 questions qui me viennent, je vais essayer de pas les poser toutes ou en tout on cas. On peut faire plusieurs épisodes si tu veux. Je vais essayer d'en mixer parce qu'il y a plein de choses qui m'intéressent aussi sur comment tu vis, s'il y a quelque chose à en dire d'ailleurs, mais la prise de position féministe que tu as à la fois dans ce milieu-là, à la fois en tant qu'homme, etc. Mais peut-être que tu vas m'en parler avec la question suivante. Donc je vais d'abord te poser la question suivante, qui est quelle est la croyance que tu as et qui selon toi est un moteur pour réussir, entre guillemets, sachant que réussir c'est subjectif. Complètement. Ce que j'ai bien aimé avec cette question, parce que tu me l'avais envoyé en avance, c'est que je l'ai relu 3-4 fois depuis que tu m'avais envoyé le petit guide. Et à chaque fois, c'est une réponse différente qui a émergé. Et celle qui est présente pour moi aujourd'hui, quand tu me la poses, c'est une croyance qui, je vais essayer de mettre des mots dessus, mais c'est quelque chose du genre, je sais que je ne sais rien. Et ce qui se cache derrière, c'est plein de choses sur la capacité à changer, la neuroplasticité, l'humilité, enfin plein de choses dans ce sens. Mais en gros, moi, mon interprétation de comment ça m'aide à réussir, entre guillemets, c'est que je me bloque pas dans des constructions de mon identité ou de mes capacités. Ça peut avoir des avantages de se bloquer dans des constructions de son identité parce que ça nous permet de nous repérer dans le monde. Mais du coup, moi, de ne pas tant le faire, je vois que ça ne me crée pas de limite de ce dont je suis capable ou ce que je peux faire ou ce qui serait mieux ou pas bien. Et ça me donne une latitude d'exploration beaucoup plus large et aussi une capacité d'adaptation qui me semble hyper importante dans l'incertitude constante de l'entrepreneuriat. Et c'est le lien avec le féminisme que je vais le faire. Je vais en créer un parce que c'était curieuse. Et j'imagine que les gens qui nous écoutent sont curieux aussi. C'est que j'ai pas été éduqué comme ça. C'est un sujet qui est arrivé tard dans ma vie, notamment parce que j'ai été éduqué comme un homme dans une société patriarcale. Mais je pense que ce truc de ne pas m'être construit en mode je tiens à la masculinité qu'on m'a transmise a fait que c'était simple d'embrasser cette vision, cette analyse, ce courant de pensée. Et j'ai vite capté, en fait, c'est utile pour tout le monde et c'est pertinent pour tout le monde. Et en vrai, ça ferait du bien à n'importe quel être humain de voir et d'embrasser un monde plus féministe. Et donc, très naturellement, ça s'est incarné dans ma vie, dans la manière de parler, dans notre com, dans ce qu'on propose avec la boîte, dans nos accompagnements. Et tu vois, il n'y a pas eu de friction de « Oh mon Dieu, ça challenge toute ma vision du monde ». C'est pas 100% confortable 100% du temps parce que voilà, c'est un spectre d'analyse qui met des gifles parfois, notamment quand on est un homme parce qu'on se rend compte de toute la merde qu'on a pu faire à différents moments de nos vies où on a, enfin voilà, c'est aussi le fruit de notre éducation malheureusement. Et des fois, je m'auto-torture pas mal avec des trucs que j'ai fait à l'adolescence où je suis pas fier, quoi. Ouais, je pense cette croyance de je sais que je ne sais rien. Je suis à 0,1% du savoir potentiel qu'on peut acquérir et je dépasserai jamais les 0,2%. Donc,
je vais pas rester campé sur mes positions. Je vais m'ouvrir à apprendre, à découvrir, à me rendre compte que j'ai tort plus que je n'ai raison. Et c'est génial. Ça veut dire que j'ai une marge de progression infinie, en fait. Et chaque jour est un nouveau potentiel. Donc voilà, je pense que c'est ça la réponse qui est présente aujourd'hui à cette question-là. Ouais, la réponse socratique du jour. Alors, pour continuer dans une petite touche de philosophie, puisque c'est toi qui as enclenché avec cette petite référence à Socrate. Alors, du coup, t'as parlé de cette question du féminisme. Est-ce que c'est un parti pris, si je pourrais m'exprimer comme ça, qui t'a éventuellement, je sais pas, posé problème, ou en tout cas, est-ce que des fois il y a eu des frictions? Je dis ça parce que on est quand même dans un milieu entrepreneurial qui, bon, déjà évidemment teinté du patriarcat parce que tout notre système l'est, et parce que, alors j'ai pas envie de te dire l'entrepreneuriat ça veut un peu tout et rien dire parce qu'il y a plein de champs dans ce domaine-là. Mais malgré tout, on peut être quand même dans un entrepreneuriat qui est vite dominé et drivé par des valeurs masculines, de pouvoir, de domination, de performance, d'action, etc. Ouais. Sans dire que ces valeurs sont nulles à chier, mais est-ce que en tout cas ça t'a des fois posé des problèmes avec des relations, des interactions, des partenariats? Je dirais pas que ça m'a posé des problèmes. En revanche, ça a des conséquences. Une des conséquences, c'est que effectivement, notre clientèle est, je dirais, composée à 80% de femmes. Donc il y a des conséquences concrètes sur qui sont les gens qui embrassent notre message, veulent le relayer et voilà. Mais du coup, parmi ces gens-là, on a des hardcore fans qui trouvent un espace qui est très difficile à trouver. Et rien que ce matin, il y a une de nos clientes qui faisait partie de notre gros programme de 2 ans qui finit son parcours, qui s'appelle Valentine, et qui a fait un post sur la découverte de la culture du consentement dans le business, et à quel point ça a été une espèce de révolution de se rendre compte que il y a d'autres manières de faire que la manière de forcer à faire de la vente, enfin voilà, tout ça quoi. Donc ça crée beaucoup d'adhésion, même si malheureusement pour l'instant, les personnes qui à mon sens ont le plus besoin de s'ouvrir à ça, que sont les hommes, pour l'instant n'embrassent pas ça. Donc ça c'est une conséquence sur la clientèle, et il y en a une autre qui est plutôt intérieure, comme le sujet c'est dans la tête d'eux, je vais te partager ça. J'ai souvent une frustration sur la manière dont les gens m'identifient, qui est souvent en comparaison avec d'autres personnalités ou d'autres personnes dans notre milieu de l'accompagnement, l'inspiration, sur le freelancing, l'indépendance, l'entrepreneuriat, etc. Et où du coup, je suis étiqueté comme la personne qui parle plus de l'intérieur, le mindset, des choses plus profondes. Alors qu'en vrai, je viens d'un monde très marketing business. Moi, j'adore cette dimension-là aussi tu vois, pour moi, l'entrepreneuriat, c'est un peu comme un gros jeu de société stratégique. Les gros jeux là qui durent 3-4 heures où tu dois avoir plein de trucs en même temps et essayer de balancer tes prises de décision et tout. Donc j'aime bien le jeu de la performance de l'entrepreneuriat, et j'ai l'impression que les gens sous-estiment cette partie de moi, alors que je sens qu'il y a une part de moi blessée, le petit garçon qui a envie d'être reconnu pour sa pertinence aussi sur ces sujets-là, et pas juste être étiqueté en mode le mec qui va te faire du bien, va te faire méditer, revenir et te reconnecter à tes sensations pour trouver des réponses plus alignées, tu vois. Je suis trop heureux d'avoir cette casquette, parce que je pense que, comme tu le dis, on a besoin de représentation, entre guillemets, masculine sur ce truc-là. Et en même temps, j'observe en moi, souvent, cette frustration d'être étiqueté, pas sur le côté Thomas est vachement pertinent en termes de business, mais être étiqueté sur autre chose. Même si je préfère ce qui se fait, ce qui arrive, je préfère être étiqueté pour l'autre que pour le côté Thomas, c'est un mec pure performance et tout. Je suis ravi que ce soit pas ça l'inverse. Mais j'observe quand même que dans mon esprit, il y a cette frustration qui naît parfois. Et est-ce que toi, ça t'enquiquine un petit peu la vie pour te faire accompagner toi? Est-ce que du coup, ça te pose difficulté à trouver des mentors, rôle modèles, t'appelles ça comme tu veux, ou des accompagnants, ou pas forcément? J'ai pas l'impression que effectivement c'est très pris en compte par la plupart des personnes qui créent des espaces dont moi je pourrais avoir besoin. Il y a 2 personnes qui me viennent en tête où je trouve d'autres éléments, ou qui ont cette sensibilité sans pour autant être plus avancés que nous dans notre réflexion. J'ai pas l'impression qu'il y ait des gens qui ont autant posé. Nous, on a une triade dans notre pédagogie où on essaye de faire se rencontrer la théorie business,
le développement humain, donc c'est tout ce qui se joue à l'intérieur, le monde émotionnel et ainsi de suite, enfin voilà, l'être humain qu'on est quand on vit le business, et la pensée systémique sur le féminisme, l'écologie, enfin voilà, tous les systèmes dont on fait partie en tant qu'être humain. Donc on essaye de se faire rencontrer les trois. Et j'ai pas encore rencontré d'espace où j'ai l'impression que les trois sont vraiment pris en compte avec le niveau de profondeur que je recherche. Mais souvent, il va y avoir deux d'entre eux ou un d'entre eux, et moi, je vais aller tour à tour dans des espaces qui creusent chaque aspect individuel et ensuite faire ma popote derrière. Donc là, en ce moment, par exemple, les gens qui m'inspirent, c'est j'ai fait partie d'un mastermind avec Alexandre Dana de Live Mentor, où on a beaucoup de similarités sur ces points et on en parle beaucoup et c'est un super pote par ailleurs. Donc je savais que c'était genre le mastermind, le seul mastermind à mon sens sur le marché qui explore autant ça et pas que le côté performance théorie business. Et aussi il y a une personne en Amérique qui m'inspire beaucoup en ce moment qui s'appelle Simone Grace Seol, qui parle beaucoup du fait que les milieux de l'accompagnement et du coaching sont devenus très capitalistes, très colonisateurs aussi. Elle parle beaucoup de la décolonisation et des liens avec ça, c'est fascinant. Enfin bref, en ce moment, son angle éditorial et pédagogique me parle énormément. Donc voilà, ça c'est deux personnes, mais souvent, ouais, je vais chercher un aspect dans des milieux parfois qui n'ont rien à voir avec l'entrepreneuriat. D'ailleurs, tu vois, genre la partie culture du consentement et tout, ça vient beaucoup de Marie, mon associée, des milieux féministes dans lesquels elle passe beaucoup de temps et dans lesquels du coup elle m'a embarqué. Un mouvement qui s'appelle le mouvement sexe positif, qui parle beaucoup de la culture du consentement dans les relations intimes et sexuelles. Et du coup, j'ai appris énormément de choses à cet endroit. Et ensuite, faire le pont avec le business. Et ça, je pense que c'est un truc qui me fascine, c'est aller dans des milieux qui n'ont a priori rien à voir avec l'entrepreneuriat, comprendre des choses là-dedans sur la vie et les ramener ensuite dans des réflexions où on mélange avec des sujets business. Justement, est-ce que tu peux nous partager peut-être deux mots de la culture du consentement appliquée à l'entrepreneuriat, au marketing? Ouais, grave. On a sorti récemment une formation qui s'appelle la méthode prospection consentie. Ça me semblait être un des premiers endroits où il y avait une urgence à traiter ce sujet parce que j'imagine toi, comme moi, comme toutes les personnes qui nous écoutent, ont déjà vécu ce truc d'avoir quelqu'un qui ne nous connaît pas, qu'on ne connaît pas, qui débarque dans notre boîte mail, notre téléphone, nos messages sur Instagram, LinkedIn, et qui commence, sans nous demander quoi que ce soit, à juste nous balancer son pitch et à essayer de nous vendre un truc. Et la première réaction que moi j'ai comme quand je reçois ça, c'est en mode, en fait, je suis un être humain, je suis pas un putain de portefeuille, je suis pas juste un compte bancaire, j'ai des émotions, je suis en train de vivre des trucs. On a tous et toutes une vie hyper complexe, hyper remplie. On vit tous et toutes des vagues émotionnelles sur tous les sujets qui nous traversent. Et en fait, ça, c'est pas pris en compte. Il n'y a pas de soin, il n'y a pas le mot anglais, c'est care dans les relations avec les gens. Et donc, c'est quoi la culture du consentement? C'est juste ramener là-dedans la simple démarche de demander l'autorisation aux personnes ou vérifier qu'elles sont OK avec l'interaction qui se passe. Donc, sur la prospection, par exemple, c'est tout simplement remplacer ce truc de j'arrive, je te pitch direct par est-ce que tu serais OK que je te partage telle ou telle chose? Ou, par exemple, dire ça fait un moment que je te suis, j'ai l'impression que tu as un sujet sur telle chose parce que je te vois en parler régulièrement en story. J'ai peut-être un truc qui pourrait t'aider, mais j'ai envie de vérifier est-ce que t'es OK que je t'en parle avant de envahir ta boîte mail. Et ce qui est fascinant avec ça, c'est que ce niveau de soin, c'est à la fois génial pour la qualité des relations humaines et la profondeur des relations humaines qui se dressent, mais aussi, ça améliore les performances de la prospection. Parce qu'en fait, tout d'un coup, même les gens qui nous disent non, mais en fait, c'est des non où les gens sont trop heureux du soin qu'on a mis. Et du coup, ça ne brise pas la relation. Là où la majorité des fois, la prospection classique, dès que c'est un non, la relation est brisée à tout jamais parce que la confiance a disparu et ne peut plus être reconstruite. Et du coup, ces méthodes-là de prospection hyper toxiques et hyper intensives, elles reposent sur le fait de faire des milliers de personnes pour avoir la chance de tomber peut-être sur 5, 10 personnes qui ne vivent pas ça comme une attaque. Alors que prospection consentie, on peut y aller sur beaucoup moins de personnes et cultiver des relations hyper saines et hyper durables. Et même des noms peuvent devenir des belles histoires et des belles relations avec l'autre personne qui débouchent sur autre chose qu'une vente directe. Donc voilà, ça c'est un petit mix. Et si jamais les gens veulent creuser, on a tout un épisode de podcast avec mon associée Marie où elle parle spécifiquement de les règles et les compétences de la culture du consentement. C'est hyper intéressant.
Mais je pense déjà là, j'ai posé quelques petits éléments de base. Ouais. Je trouve, au-delà du fait que ce soit d'utilité publique, Grave. ce que tu dis, je trouve que, enfin, en tout cas, moi, je le vis comme ça, mais tu sais que ça vient aussi un peu mettre du verbal et du vécu sur l'autre côté. C'est-à-dire, là, t'as parlé du côté prospecteur, entre guillemets, je suis pas sûre que ça se dise, mais on a compris. Oui, Et aussi du côté de celui qui reçoit. grave. J'ai ce cas, tu sais, avec LinkedIn, mais ma messagerie, elle est pleine. Il doit y avoir 80 ou 90 messages que j'ai pas ouverts. Parce que de toute façon, t'es juste à l'aperçu, tu vois, bonjour, Ouais, je viens parce que... Et t'es là, genre, oh, j'en reçois 90 par semaine, les gars. Et en plus, souvent c'est mal ciblé, en plus. Donc la en plupart du plus. temps, c'est même pas forcément... Genre, j'ai même pas le problème en face de la solution qu'ils essayent de m'emmener. Et je trouve ça extrêmement invasif, quoi. Alors vraiment, Grave. tu ouvres ton appli LinkedIn, et moi, c'est une des raisons pour lesquelles pendant longtemps j'ai déserté LinkedIn, parce qu'en fait, j'ouvre l'appli, Exactement. et genre, tu sais, t'as une sensation d'oppression, tu vois message 90, tu fais, oh mon dieu, putain. Ouais, c'est ça. Et en fait, tu te sens pas en sécurité dans cet espace, juste pour être et te sentir bien. Et on a toutes besoin de ce putain d'espace de sécurité émotionnelle pour opérer et pour faire des choses. Genre, c'est tellement un challenge intense de construire et développer une entreprise. Si en plus de ça, on se frotte tous les jours à des espaces où on se sent pas en sécurité pour opérer, genre évidemment que c'est plus dur. Et c'est pour ça, quand tu dis c'est d'utilité publique, à mon sens, clairement, c'est d'utilité publique. Ça devrait être enseigné dans les écoles. Comment on fait pour prendre soin de nos différentes relations et vérifier que les interactions qui sont en train de se passer sont enthousiastes et consenties par toutes les personnes qui y prennent part. Et tu vois, pour toi aussi, qui, comme nous, crée des espaces d'accompagnement, de pédagogie, où on est en groupe ou même en individuel, pour moi, c'est aussi une compétence hyper clé de l'accompagnement, parce que je vois tellement de gens qui sont formés ou qui se disent coach sans être formés, qui envahissent beaucoup la personne en face sans vérifier que c'est le type d'interaction que la personne a envie de vivre. J'ai pris l'habitude de poser une question en coaching qui est comment tu as envie d'être coaché? Est-ce que tu as envie que je sois un peu rentre dedans parce que tu sens que tu as besoin d'être secoué? Ou au contraire, est-ce que tu sens que en venant dans cet espace, tu as besoin d'accueil, d'un cocon? Moi, je peux t'apporter les deux, mais c'est toi qui décides comment tu vas être accompagné en fait. Et ça, c'est du soin. À l'inverse de dire non mais la personne, moi je sais la personne a besoin d'être secouée, tu sais pas en fait, tu sais jamais ce qui se passe en réalité pour l'autre, donc demande. Ah, c'est clair. Je fais un lien avec ma casquette coach thérapeute, mais je trouve que c'est la même... c'est deux facettes de la même pièce sur les questions de communication non violente, tu vois, où très souvent, que ce soit mes bénéficiaires ou les élèves des formations, il y a cette question que je comprends très bien, mais qui, enfin, c'est pas tant une question, mais qui est un enjeu de, oh, c'est compliqué et ça prend du temps. Mais oui, parce qu'en fait, on a des dizaines et des dizaines d'années de réflexes à l'échelle individuelle et des centaines d'années, voire des milliers d'années à l'échelle systémique de Ouais, réflexes au rapport de force. Et dès que t'es un peu fatigué ou que sais-je, bah tu retombes dans ton paramétrage par défaut, et ton paramétrage par grave. défaut, c'est celui de la violence, et on va au rapport de force, et je veux avoir raison. Tant pis Ouais, si le lien il passe après. On met toujours le résultat avant, et généralement le résultat c'est je veux avoir raison, et donc là on confronte deux égos, et généralement on n'avance plus beaucoup à ce moment-là. ouais, de fou. Et c'est bien que tu mentionnes ça parce que souvent un truc qu'on peut avoir, c'est la culpabilité et l'auto-jugement de ne pas encore y arriver parfaitement. Mais c'est vrai qu'il y a ces deux notions qui sont hyper importantes et que, tu vois, quand je te parlais de notre triade pédagogique, il y a la notion de systémie qui est hyper importante parce que je pense qu'on est toutes sous l'emprise d'une espèce de, une autre croyance que le développement personnel et notamment les milieux entrepreneuriaux nous ont beaucoup transmise, qui est, et d'ailleurs la société au sens plus large, et cette croyance, c'est la croyance de la méritocratie. Si tu donnes, tu auras. Genre, t'as 100% de contrôle sur tes conditions, sur tes résultats, c'est toi qui décides. Et si t'as pas les résultats, c'est que c'est toi le problème. Et ça, je pense qu'on l'a beaucoup intériorisé, notamment ces dernières années. Et c'est faux, en fait. On n'a pas 100% de marge de manœuvre sur à quoi ressemble notre vie. Ce n'est pas vrai. Si ce n'est que parce que il y a des personnes qui prennent des décisions sur les lois au-dessus de nous. On a voté à un moment donné, mais entre le moment où on a voté et là, il y a plein de choses qui ont changé. Et je pense que c'est hyper important de remettre dans l'équation de notre réflexion, nous, en tant qu'accompagnante, que oui, l'être humain en face de nous a une certaine marge de manœuvre individuelle, c'est vrai, mais il y a aussi et surtout la marge de manœuvre structurelle, sociétale,
et qu'on doit contribuer à ça aussi. Tu vois, il y a un moment où je me suis même dit, peut-être que la meilleure manière de remplir la mission que j'ai en tant que personne et avec ma boîte, ce serait d'arrêter de faire de l'individuel et devenir lobbyiste pour faire ce que les lois changent pour les entrepreneurs indépendants, changer la fiscalité de ça, enfin bref, changer des trucs, et que peut-être là j'aurais le plus d'impact sur ce qui change concrètement dans la vie des gens, mais ils seraient pas au courant, je serais dans mon coin. Après, il y a la question de bon, à quel endroit je souhaite contribuer pour que ça m'épanouisse au quotidien, qui m'a rattrapé, parce que je pense pas que je serais très épanoui à faire que du lobbying, tu vois. Mais c'est important d'avoir ces deux dimensions. Et depuis que j'ai cette prise de conscience, il y a toute une partie de mon espace mental qui est dédiée à ce questionnement de comment ma boîte peut aider les individus, mais aussi changer le système petit à petit. D'où le fait de parler de ça, d'utiliser les leviers médiatiques, d'essayer de faire un peu du lobbying auprès de nos confrères et consoeurs accompagnantes pour leur faire prendre conscience qu'en fait, ça va au-delà de l'individu en face, il faut prendre les choses avec un regard plus global. C'est bon, de toute façon, moi je suis une spécialisée en systémique, alors là tu prêches une convertie. Mais c'est marrant parce que j'avais cette discussion, mais alors avec l'autre bord, si je peux dire ça comme ça, il y a quelques semaines avec un ami qui est attaché parlementaire. Et c'était genre mi-avril, donc je l'avais pas vu depuis le mois d'août, parce que comme tous les attachés parlementaires, ils sont pas très disponibles, n'est-ce pas? Et donc je le retrouve à 2-3 semaines après le vote, entre guillemets, de la réforme des retraites. Donc je m'attends à retrouver mon pote au bout du rouleau. Alors Ouais. effectivement, il était complètement au bout du rouleau, parce qu'il m'a dit, il y aurait eu que la réforme des retraites, encore j'aurais tenu le coup, mais c'est qu'il y a plein d'autres choses qui se font en même temps. Et donc bon, il est arrivé désespéré de, ah, putain, je crois que je vais arrêter la politique, je peux plus, machin. Bon, il a été rattrapé, mais au final, on menait cette discussion où il disait, sa réflexion était la même que la tienne, mais de l'autre côté, à savoir où est-ce que aujourd'hui, en tant que jeune de 30 ans, passionné de politique avec un grand P, en tout cas qui a envie de participer à changer des modèles, des structures, des systèmes, etc., où est-ce que j'ai le plus de poids? Est-ce que c'est vraiment en étant dans le système politique où je me sens un peu, vu qu'il est dans l'opposition, où je me sens un peu menotté, où j'ai pas forcément une marge de manœuvre énorme et où on est bloqué par plein de choses? Est-ce que c'est dans le milieu associatif? Est-ce que peut-être c'est dans le milieu entrepreneurial? Et je trouve ça assez génial de voir qu'aujourd'hui il y a beaucoup d'entrepreneurs et d'entreprises qui sont vraiment des boîtes à impact, comme on dit, quoi. Ouais. Ou qui réfléchissent en tout cas à c'est quoi la corrélation entre tous ces sujets, parce qu'ils sont hyper corrélés. Et je pense qu'une des erreurs qui, à mon sens, vient d'une structure sociétale capitaliste, c'est l'erreur de siloter les choses et d'essayer de tellement les séparer que finalement, on se dit si une boîte peut pas faire de politique, il faut pas qu'on parle de politique, qu'on n'en parle même plus avec nos amis parce que ça fait peur. Alors que je pense qu'il faut recréer des systèmes qui communiquent entre tous ces sujets. Et il y a un livre que j'ai pas encore lu, mais en tout cas l'idée du livre me parle, qui a écrit, et ça a été écrit par le CEO de la Maïf, qui dit l'entreprise du 21e siècle ou du 22e siècle, je sais plus, sera politique ou ne sera pas. Et j'aime bien cette idée de dire en fait, dès lors qu'on entreprend et qu'on crée une boîte, on a forcément un positionnement politique derrière ce qu'on fait. Parce que, et je vais redonner la définition que moi j'embrasse de ce que c'est la politique pour les personnes qui nous écoutent. Pour moi, la discipline de la politique, c'est simplement la réflexion de comment on organise et on co-gère la manière de fonctionner ensemble en tant qu'être humain dans une ville, un pays, le monde. Et du coup, c'est cette réflexion, comment on s'organise ensemble pour X. Et X, c'est l'objectif commun qu'on se fixe. Aujourd'hui, l'objectif fixé, c'est la croissance. Je suis pas sûr que ce soit le meilleur objectif. Il y a des pays qui ont changé. Je pense à ce pays du Bhoutan, dont la manière de mesurer la réussite du pays, c'est pas le PIB, mais c'est le BIB, bonheur intérieur brut. Je trouve ça hyper intéressant d'avoir inversé et de dire le but, c'est le bonheur. Peut-être que du coup, pour ça, l'économie va descendre parfois, remonter à d'autres, mais on optimise pour le bonheur. Et je me permets de faire un lien avec une autre question que je sais était dans ton guide, comme ça peut-être on rattrape le fil de l'interview. Cette question, c'était, à mon sens, c'est quoi une croyance qui manque cruellement au monde de l'entrepreneuriat? Et pour moi, c'est la croyance de notre interdépendance humaine. Je pense qu'on a été éduqué beaucoup à s'intéresser à nos libertés individuelles. Enfin voilà, on a grandi dans une société qui se veut de plus en plus individualiste. Et je pense que ça crée la tendance à oublier que aucune de nous ne peut fonctionner seule.
Et moi, les moments où ça me fait vriller de ça, c'est genre quand tu prends conscience de toute la complexité de la chaîne logistique pour qu'il y ait de la bouffe dans l'épicerie au pied de chez toi, tout le travail de tellement d'individus qui ont contribué au fait que je peux prendre une putain de tomate qui vient de plus loin en France. Les amis, consommés en France, s'il vous plaît, arrêtez d'acheter les trucs qui viennent de l'étranger. Enfin, c'est ouf, tu vois. Ça me fait vriller, ça. Et en fait, on oublie, mais on est complètement interdépendants. Aucune de nous ne peut survivre sans la somme de toutes les autres. Et moi, ça me fait avoir du coup une autre croyance qui vient derrière, qui est si je fais du mal aux autres, je me fais du mal à moi-même. Si j'exploite et que j'extrais des choses aux autres qui diminuent leur niveau d'épanouissement, c'est à moi que je fais du mal aussi, parce que le système complet est en train de perdre. Et du coup, c'est, je pense, cette croyance qui manque beaucoup dans le monde business, entrepreneur, etc., surtout en ce moment, et qu'il faut qu'on réintroduise la croyance de on gagne ensemble ou on perd ensemble, il n'y a pas d'entre-deux en fait. Merci beaucoup pour tout ça qui est passionnant. Plus, Thomas a gardé en tête le fil de l'interview, c'est toujours un bonheur d'interviewer des podcasteurs, ils ont l'habitude. Là ouais, il faut retomber sur nos pattes un moment quand même. Exactement. En tout cas, je trouve ça aussi très important d'avoir reprécisé ta définition entre guillemets de politique. Peut-être pour ceux qui nous écoutent, celles et ceux qui nous écoutent et qui peuvent se sentir peut-être un petit peu heurtés par le vocabulaire, effectivement, définition que je partage au sens littéral de l'étymologie du mot police, hein, finalement, Oui. de la vie de la cité. Alors, du coup, je t'ai demandé une croyance que tu avais qui est un moteur pour réussir. Donc, le corollaire, c'est est-ce qu'il y a une croyance que tu avais et que tu as travaillé / abandonné? Ouais. C'est venu directement. J'avais pas la réponse quand j'ai relu la question tout à l'heure, mais là, c'est venu directement. C'est une croyance qui parle de mon rapport à mes émotions. Et ça fait un peu un lien avec ce qu'on disait tout à l'heure sur l'éducation d'homme que j'ai reçue. Où je pense que un des éléments de cette éducation qu'on nous a souvent inculqué en tant que mec, c'est pleure pas, sois fort, sois un homme, nanana. Et du coup, notre identité se construit petit à petit à ne pas se laisser emporter par nos émotions. Et pendant très longtemps, j'ai eu cette croyance, notamment parce que je vis et j'ai beaucoup passé de temps entouré de femmes et de filles. Mes potes à l'école, c'était des filles. À l'université, on était un groupe de 7 potes, j'étais le seul mec. Et du coup, j'ai toujours été en contact avec des personnes qui sont, en tout cas qui étaient dans l'histoire que je me racontais dans ma tête, beaucoup plus au contact de leurs émotions, et que moi, j'en étais privé, j'étais pas au contact, et que du coup, ça faisait de moi une personne affreuse, pas capable de ressentir. Et ça, je pense que ça a été amplifié par la mort de mon père à mes 20 ans. Ma stratégie de survie à l'époque, c'était de me replonger dans le travail après une semaine. Enfin bref, je pense que tout ça a été amplifié par cet événement aussi de ma vie. Et ça, j'ai dû beaucoup travailler pour en fait me rendre compte que j'avais pas des vagues immenses. Et j'ai pas des vagues immenses émotionnelles. Tu vois, j'ai pas des émotions qui tout d'un coup vont me faire beaucoup pleurer, puis de nouveau ensuite être très heureux. Enfin voilà, les vagues sont pas intenses. C'est pas pour autant qu'il n'y a pas de vagues. Et dès lors que juste cette petite pensée a switché, de me dire, en fait, c'est pas que c'est plat tout le temps. Il y a des vagues. Elles sont simplement plus nuancées que pour d'autres. Et tu dois apprendre à percevoir les nuances de ton spectre émotionnel. À partir du moment où j'ai eu cette phrase dans ma tête, j'ai commencé à ressentir de plus en plus. Et depuis, je sens de plus en plus les nuances de mon spectre. Je m'autorise à suivre les vagues aussi. Et ça a fait beaucoup de bien. Autant dans ma vie perso que dans ma capacité d'accueil de ce que vivent les autres, dans ma posture de coach, dans ma manière de me relier à ce que vivent nos clientes aussi pour savoir quoi apporter à quel moment, dans mes relations intimes et amoureuses. Enfin, voilà, c'est ça aussi le féminisme, à mon sens, qu'on incarne ces compétences-là de care en tant que mec. Donc voilà, je dirais que c'est ça. Et je vais déposer un truc parce que je sais que je crois savoir que la personne que je vais citer, tu as un rapport particulier avec cette personne, mais le moment où ça m'a fait le plus shifter sur ça, c'est un séminaire avec Tony Robbins sur cette croyance. Et je suis curieux de voir ta réaction à son nom. Est-ce que je crois t'avoir entendu à d'autres moments être assez critique de ce personnage?
Ouais, bah, justement, je vais user de ma déformation professionnelle pour te refaire une relance, pour te Vas-y, relancer la question. Qui- formidable. Qu'est-ce qui te fait dire que j'ai un rapport particulier avec ce monsieur? Je crois avoir entendu à un moment dans le passé, Hmm. c'était peut-être une story que tu avais faite, et c'était, je crois, il y a 2, 3 ans. Hmm. Je crois t'avoir entendu émettre une critique sur sa manière d'accompagner, je crois. Euh, et ce qui est légitime, il y a beaucoup de personnes qui critiquent plein de choses chez Tony Robbins, et y compris moi, il y a plein de choses que je n'embrasse pas. J'ai vécu des chouettes expériences dans certains de ces espaces, mais je sais que c'est pas pour tout le monde. Je recommanderais pas à tout le monde parce qu'il peut y avoir des choses assez intenses. Il a une posture que je pense utile dans un certain endroit pour certaines personnes, et pour moi, ça m'a fait du bien. Mais je sais que la critique existe comme à l'encontre de tout le monde, et je pense que c'est hyper utile d'avoir ces critiques. Mais voilà, il me semblait t'avoir entendu un moment par le passé en émettre. Oui, je pense, j'ai pas sur J'ai aucun. pas souvenir exactement, hein, tu vois. Oui, oui, non, non, mais c'est très probable que j'ai dit ça. Ça m'arrive aussi, enfin, souvent d'en parler avec les élèves que j'ai, notamment dans la formation sur la posture d'accompagnant, de tous ces grands coachs qui, j'ai envie de dire, dans le même temps, sont pas si nombreux que ça à être vraiment des Non. coachs ultra connus. Il y en a pas non plus tant que ça. Donc évidemment, ceux qui arrivent toujours sur la table, bah, c'est Tony Robbins, c'est David Laroche, etc. Et Robbins, déjà, je n'ai évidemment rien à dire sur le bonhomme en particulier parce que je le connais pas. Euh, je l'ai lu, j'avais vu enfin, son documentaire, je sais pas si c'est lui qui l'a produit d'ailleurs, peu importe, mais le documentaire qu'il y avait sur lui, en tout cas sur Netflix, je sais pas s'il y Ouais. a toujours ce documentaire, mais S'il y a encore, ouais. voilà, des retours de personnes qui ont assisté à des séminaires, etc. Donc, j'ai pas un avis binaire de il est absolument formidable ou il est absolument détestable. Il y a, en fait, c'est pas propre à Robbins en particulier. J'ai plus quelque chose, mais moi je viens du milieu universitaire, donc on vient pas de Des mêmes spectres, ouais. ouais, des mêmes specs de l'accompagnement, avec tout ce que le milieu universitaire a aussi de détestable et de dogmatique, hein, soyons clairs. Hmm. Mais le côté un peu show coach, pour dire ça comme ça, euh, me pose pas de problème en tant que tel. Ce qui me commence, moi, à me poser problème, c'est quand, après, évidemment, c'est le biais des caméras, mais quand on attrape, entre guillemets, quelqu'un dans le séminaire qui est Ouais. déjà pris dans une escalade d'engagement, parce que j'ai payé Ouais. cher, j'ai payé mon train, je suis venu, je suis fatiguée, gna, 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 et que d'un coup, je me retrouve là, je me retrouve debout avec un micro, un projecteur, une caméra sur la tronche, une figure d'autorité face à moi, et que potentiellement on m'emmène à délivrer des choses qui sont potentiellement très difficiles, voire pire, du vécu traumatique, et que on fait un petit peu du show autour du fait qu'il y ait des larmes, Ouais. etc. Là, le parcours psycho en moi, il dit mon Dieu, mon Dieu, on fait pas péter des mécanismes de défense comme ça. Ouais, grave. Faut pas de show. Mais bon, c'est mon avis et c'est ce côté-là où des fois ça où j'ai des fois eu des retours, mais bon évidemment j'étais pas, mais j'ai des fois eu des retours de personnes qui ont assisté à des séminaires d'autres coachs très connus, à qui on a fait faire des exercices, je caricature, mais à faire la liste bullet point des conséquences positives d'un viol, parce qu'il faut positiver dans la vie, tu vois. Et moi je me dis non, c'est pas possible quoi. Vous pouvez pas, Hmm. tu sais pas en face ce qu'il y a, tu sais pas s'il y a un suivi psychothérapeutique, tu sais De pas ouf. s'il y a un suivi psychiatrique, tu sais pas s'il y a un traitement, tu sais pas. Non, faites pas Ouais, ça. grave. Grave. Mais ouais, sur ça, je te rejoins à fond sur cette réflexion-là. Bon, on pourrait en parler pendant des heures parce que j'aime bien souvent essayer de trouver la nuance dans ce genre de choses, et je pense que comme tu l'as très bien dit, il y a à apprendre, il y a à acheter, mais je considère que dans ce que je fais aussi, il y a à apprendre, il y a à acheter, et que c'est jamais exactement la chose parfaite pour 100% des gens, mais c'est un espace pertinent pour certaines personnes à certains moments de leur vie. Et je pense qu'on peut pas cibler mieux que ça, en fait. Certaines choses que vont apporter ces personnes vont être géniales pour certaines, vont faire peut-être du mal à d'autres, mais ça va les entraîner sur autre chose derrière. Et c'est ça aussi, tu vois, où moi je me dis, je reviens sur ma croyance du début de je sais que je ne sais rien. Je suis personne en vrai, j'ai rien compris à la life. Je peux pas te dire si c'est mieux ce qu'ils font ou si c'est mieux ce qu'on fait. J'en sais foutre rien. J'ai l'impression que certaines personnes, ça leur fait du bien, certaines personnes en ont souffert. Bon, Mm. à partir de là, je sais pas dire ce qui est mieux ou pas, quoi. Oui, non, mais ça, je suis complètement d'accord avec toi. Je pense que c'est pour ça que je te disais, j'ai pas un avis tranché en te disant que tout est formidable chez lui ou que tout est détestable. Ouais, Je pense que ça serait un
hyper réducteur dans un sens comme dans l'autre. De toute façon, à partir du moment où la pensée elle est pas très nuancée, De je ouf. pense que ça s'approcherait pas de la vérité, si on peut parler comme ça. Mais En tout cas, effectivement, ouais, j'allais dire tout ça pour dire, ça a été un des moments où j'ai ouais. basculé sur ma croyance par rapport à mes émotions, que j'ai retrouvé le chemin de, ben en fait, putain, ouais, j'ai des émotions, bordel de merde. Elles sont bien là. Pourquoi est-ce que je me raconte qu'elles sont pas là? Bah, justement, tu me fais le point avec la question suivante, qui était de t'interroger sur ton vécu émotionnel en tant qu'entrepreneur. Quels sont, si c'est pertinent dans la manière dont tu te représentes ton vécu émotionnel, mais les émotions que tu ressens le plus, celles que tu ressens le moins ou que tu ressens peut-être moins au quotidien, dans ton quotidien d'entrepreneur. Je pense le plus. Moi j'aime bien le spectre des nuances confortables et inconfortables. Donc, je vais commencer par là avant de nommer. J'ai l'impression de ressentir beaucoup plus d'émotions confortables que d'émotions inconfortables du fait de mon aventure entrepreneuriale. Je pense que c'est pas mal lié à la forme que prend ma boîte, où je suis beaucoup en interaction avec plein de gens qui m'inspirent. Et du coup, ces relations humaines qui se tissent par ce que je fais, elles m'apportent énormément gratitude, fierté, joie qui se représente parfois par du rire, parfois par des larmes. Enfin, je suis hyper touché en fait par ce que vivent les gens et souvent par les messages qu'on reçoit de ce qu'ils et elles vivent dans nos espaces. Et donc souvent, genre, je vais voir quelqu'un que j'ai croisé dans notre communauté, que j'ai interviewé un jour sur le podcast, que je sais être venu à un séminaire à un moment, et je vais me dire putain, c'est ouf. J'ai été un petit pas dans le chemin de cette personne et à chaque fois ça me voilà, ça me fait vriller quoi. Et je me dis ça à l'échelle de centaines de personnes dans la communauté, milliers de personnes qui écoutent le podcast. Enfin, tu vois, du coup, j'ai une abondance d'opportunités d'être touché par des êtres humains que je trouve fascinants. Donc je dirais que c'est ce truc-là. Il y a un mot d'ailleurs, il y a une chaîne YouTube que j'adore qui s'appelle The Dictionary of Obscure Sorrows, où en gros, c'est une personne qui invente des mots pour des choses qu'on ressent toutes et tous, mais où il n'y a pas de mots pour le définir. Genre, il y en a un, je crois ma vidéo préférée de la chaîne, c'est le mot sonda, qui est en gros ce moment où tu prends un peu de recul et tu prends conscience que toutes les personnes autour de toi, tu les croises une seule fois dans ta vie, mais elles ont une vie tout aussi complexe, compliquée, remplie de problèmes et d'enjeux et d'émotions que toi. Mais tu vas les croiser une seule fois, genre la personne là dans le métro que tu verras plus jamais de ta life. Et c'est ce genre de choses que je ressens souvent avec ma boîte. À l'inverse, quelque chose que, en tout cas que je me suis raconté, que je ressentais peu, mais que j'ai ressenti avec pas mal de d'intensité l'année dernière, en fin d'année surtout, et cette année de plus en plus, c'est le stress. Je me suis toujours raconté que j'étais pas une personne stressée. Je sais pas si on peut qualifier ça d'émotion d'ailleurs, mais on va dire que oui. Et en fait, l'année dernière, j'ai vécu un moment où je pense que j'avais passé les barrières de ce à quoi mon système nerveux était préparé. Cette barrière, elle se situait au moment où j'ai commencé à dépenser en un mois le salaire annuel de ma mère, qui bosse à mi-temps parce qu'on était dans une phase d'expansion, je lançais plein de projets, j'ai recruté à bras le corps et tout. Et du coup, ce chiffre, c'est 18 000 euros. Et dès qu'on a tapé ce chiffre-là, 17, 18 000, un truc comme ça, genre, c'est comme si mon système avait explosé. Et j'ai tout d'un coup commencé à faire de l'hyperphagie. Dès que je croisais genre un truc où il y avait écrit boulangerie, j'étais en mode j'avais la dalle. Enfin, je bouffais mes émotions littéralement. Et depuis ça, j'ai l'impression que ça a débloqué la case stress dans mon spectre émotionnel. Et que du coup, j'y suis plus sensible. Et je pense que du coup, en gros, ce que ça a révélé, c'est que je me racontais l'histoire que j'étais pas une personne stressée, que je ne ressentais pas ça. Et en fait, juste, la case était fermée à mes yeux et j'avais pas conscience que je le vivais déjà et que ça faisait partie du spectre. J'ai écrit une newsletter récemment sur ça, sur le fait qu'en fait, on le vit tous et toutes, mais soit on l'ignore, soit on en prend soin. Et moi, clairement, je pense que je l'ignorais. Et que j'avais pas encore vécu les conséquences de l'avoir ignoré. Et maintenant, je le ressens davantage. Mais je t'apporte cette réponse parce que pendant longtemps, je me suis dit, moi, je vis pas ça, alors que si, en fait. Donc, je sais pas s'il y a une réponse de l'émotion que je vis le moins. Je me demande, enfin, sincèrement, du coup, je me demande, est-ce qu'on a des émotions qu'on vit moins?
Est-ce que c'est juste qu'on les ignore alors qu'on les vit toutes au même niveau et qu'il y en a certains et certaines qu'on embrasse plus pleinement que d'autres? Question ouverte. Ça amène une autre question à te poser, si tu es OK d'y répondre, bien sûr, mais c'est quoi pour toi ton plus grand enjeu, justement le truc qui génère le plus de stress ou d'inquiétude ou d'insécurité? Euh, Là, ça a été les finances sur cet exemple. Je suis pas sûr que ce soit le truc qui soit le plus prégnant. En fait, j'ai l'impression, si je pense qu'un truc avec lequel j'ai pas mal de combats, mais le mot me plaît pas trop, combat, mais quelque chose avec lequel je travaille, que ce soit dans la boîte, mais aussi dans le reste de ma vie, c'est le fait que des personnes dépendent trop de moi. J'ai vécu des relations par le passé, où, notamment intimes et amoureuses, où j'avais l'impression que j'étais toute la vie de l'autre personne. Et que si j'étais plus là, genre c'était la fin de la vie, j'ai même eu des peurs qui m'ont traversé parfois, des cauchemars, des trucs comme ça, que si je m'en vais, alors que la relation était devenue hyper toxique, et genre j'ai mis 9 mois à quitter la relation à laquelle je pense, j'ai eu des peurs et des cauchemars que la personne se suicide à cause de moi, enfin des trucs comme ça horribles, quoi. Et je pense que ça, c'est un truc qui m'active à différents endroits. Quand, par exemple, il y a eu le moment là dont je parlais où j'ai beaucoup recruté, bah, il y a des personnes qui ont vécu des creux d'activité et j'étais leur seul revenu, alors que j'arrivais à un stade où la meilleure décision pour moi, c'était de ralentir les investissements et de mettre fin à certains projets. Et là, c'est là où je pense que ça m'a le plus activé, c'est putain, cette personne m'a fait confiance et je la rémunère bien parce que c'est important pour moi. Et en même temps, on arrive au stade où bah, je peux plus, mais il y a une forme de dépendance et ça me fait peur et j'ai ma part genre protection, accompagnement qui est le biais des formations professionnelles qui s'activent à ce moment-là. Et du coup, souvent ce qui se passe pour moi dans ces moments, c'est que je me fais passer en second. Et ça, c'est un truc que j'ai découvert aussi quand tu commences à être un patron, entre guillemets, avoir des gens qui sont salariés ou que tu recrutes et que tu payes, bah, il y a un côté, bon, bah, je vais favoriser les autres et moi, je passe en second. Donc, j'ai eu toute une phase comme ça, fin d'année dernière, début d'année, où financièrement, je me mettais en péril par rapport aux autres. Mais je pense que ça, c'est un sujet, ouais, c'est la peur de la surdépendance de l'autre à moi, d'où l'importance de nouveau de relier cette notion d'interdépendance dont je parlais tout à l'heure. Et je pense de créer des communautés de soutien émotionnel où c'est pas que les deux personnes dans une relation intime qui codépendent l'une de l'autre, mais que ce soit plus ouvert et qu'on ait d'autres personnes sur qui compter, et que la CNV nous apporte cette notion de on a des besoins et des stratégies, et parfois on confond les stratégies avec les besoins, et que un être humain est une stratégie. Ce n'est pas j'ai pas besoin de toi, mais j'ai un besoin d'amour que je préfère lier avec toi. Mais si tu n'es pas disponible et que tu ne peux pas me l'apporter, bah, je peux nourrir ce besoin d'amour par ailleurs. Enfin, voilà, tu vois, toutes ces notions-là m'aident, mais je sens que c'est quand même un sujet de vie que je continue d'explorer. Ça serait un peu un mot-clé avec lequel je pourrais filer une bonne partie de notre échange, cette notion de la responsabilité finalement chez toi. Hein. Il y a une notion tu vois, qui m'a paru très responsable. Il faut être responsable de ce qu'on apporte avec nos boîtes, responsable du vocabulaire qu'on utilise, responsable du consentement, et quitte des fois peut-être à être un petit peu surresponsabilisé. Grave, de ouf, de ouf. T'as complètement raison. Je pense que c'est un bon point. Bon, allez, on va essayer de pas faire tourner ça en consultation. Ah mais moi ça me plaît hein. C'est vrai. Ah ouais j'adore. Bah en fait c'est la qualité de ces espaces, je trouve. Et c'est aussi quelque chose qui, enfin voilà, pour moi, l'aventure entrepreneuriale, on est en constante découverte de soi. Et j'ai jamais autant bossé sur moi que depuis que je suis entrepreneur et que je suis à mon compte. C'est clair. Et j'embrasse complètement ce voyage. Et je pense que ça fait du bien aussi parce que j'ai parlé de piédestal au tout début dans ma présentation. Bah ça enlève les personnes qui peuvent potentiellement, je l'espère pas, me mettre sur un piédestal. Parce que bah, quand on crée beaucoup de contenu et qu'on est très visible, bah, forcément, il y a cette tendance-là. Bah, pour moi, de me livrer comme ça et d'avoir l'espace où on m'autorise à me livrer comme ça aide, je trouve, à juste, bah voilà, je suis un être humain, je galère avec mes trucs. Comme toi, comme moi, comme toutes les personnes qui nous écoutent. Bienvenue. Bienvenue aux galères. Mais ouais, il y a clairement un truc comme ça et je pense que cette surresponsabilisation, c'est aussi l'éducation des hommes dans la société patriarcale. C'est
Mais voilà, il y a une part de moi qui a été entraînée à vouloir être le bon patriarche. Et bah, je travaille avec aussi le fait que j'ai été éduqué et préparé à ça. Et en fait, je peux pas tenir tout sur mes épaules, c'est impossible, personne ne le peut. Mm. Je trouve que euh, l'éducation des femmes au sens large amène aussi ce truc-là, parce qu'en fait, je crois qu'il y a aussi une éducation assez large aux parents, dans le vocabulaire transactionnel, tu vois, où on retrouve beaucoup ces positions, ces rôles de sauveur, par exemple, chez les femmes, tu vois, qui ont appris aussi à materner, à prendre Ouais, soin, prendre la responsabilité pour tout le monde, même si souvent ça a grande tendance à s'incarner dans la vie personnelle et dans le foyer, parce que c'est souvent là qu'on les a amenés à penser à tout ouais, gérer, ouais, ouais, grave, etc. grave, Et grave. alors que peut-être toi, t'as eu plutôt l'éducation, peut-être que ça s'est plus joué sur le professionnel, je ne sais pas, mais en tout cas, je trouve on a souvent beaucoup une éducation, bah, ça rejoint de toute façon ce que tu disais au début sur les injonctions, hein. Le parent transactionnel, c'est celui qui intériorise, il faut pas, je dois pas, et puis il faut faire, absolument, hein. Il faut faire des Ouais. choses, et dès qu'il y a un problème, il faut y trouver une solution, vite. Hmm. Mais je pense que tu viens de me faire avoir une prise de conscience, c'est que le fait de... Du coup, j'ai été éduqué comme un mec, mais j'ai passé beaucoup de temps avec des filles parce que ne voulais pas être en interaction avec les mecs de mon enfance jusqu'à mon adolescence et même à l'université parce que on n'incarnait pas les mêmes choses. Au collège, j'ai été évincé des groupes de mecs parce que je voulais pas me battre et je voulais pas faire de rugby. Globalement, c'était très simple dans la campagne où j'ai grandi, tu vois, c'était t'es dans la classe rugby, t'es un vrai mec, sinon tu traînes avec des nanas et tu te fais évincer parce que voilà, t'es le petit intello, tu vois. Mais je pense que ça, plus le féminisme, etc., fait que il y a cette partie de moi qui a été éduquée à vouloir prendre les responsabilités dans le pro, mais j'ai aussi maintenant le fait que je cherche à prendre les responsabilités émotionnelles dans le care, dans le soin, et que du coup, en fait, je suis en train d'essayer de tout gérer tout le temps et d'être responsable de tout le temps, comme tu l'as dit tout à l'heure. Et ça, et je pense que c'est pour ça que je suis autant sensible à cette notion, c'est que je le désire et en même temps je le fuis. Tu vois, il y a cette espèce de dichotomie il y a une partie de moi qui veut être trop bien sur tous les plans et être un super être humain qui gère tout et qui accueille les gens, etc. Et il y a un moment où juste ma barre d'énergie se vide et à un minimum. Et là, ça me fait paniquer et je me rends compte que j'en ai trop fait et je vois que j'oscille pas mal et que je cherche encore mon équilibre avec ça, clairement. Oui, tu te déplaces sur le Le continuum. spectre. Ouais, voilà. Ouais, 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 ouais. Bah, écoute, mon Hmm. On aime ce genre de prise de conscience publique. écoute, en plus, à ton trajet en train tout à l'heure, tu vas avoir plein de temps Complètement. pour cogiter. Mais mon avant-dernière question, elle va peut-être aussi aller dans ce sens-là, je ne sais pas, c'était qu'est-ce qui occupe tes pensées en ce moment? Hmm. C'est marrant. Je pense que j'ai un cerveau assez basique, dans le sens où, je vais t'expliquer ce que j'entends C'est-à-dire, par là. Dans le sens où les stimulations que je reçois restent assez longtemps et s'incarnent ensuite dans des idées, des projets, des envies. En ce moment, les stimulations entrantes se tournent beaucoup autour des finances perso et de l'investissement, suite à la phase mise en danger moi-même, tu vois. Ça, c'est donc en gros, j'ai vécu une période là où j'ai eu des couilles avec la TVA, j'ai eu des remboursements à faire et bref, mon matelas de sécurité, mon épargne s'est liquidé et du coup, j'ai plus de thunes de côté quoi. Pour moi perso, la boîte va très bien, mais moi perso moins. Et du coup, il y a ça plus le fait que j'ai eu 29 ans, donc ça y est, je suis dans ma 30e année sur Terre. J'ai pas d'investissement, j'ai pas enfin voilà, tu vois, j'ai ça c'est un bon résultat de mes croyances aussi où ma croyance de c'est quoi la richesse, c'était ne pas compter. Je l'ai changé récemment et j'ai travaillé sur ça récemment parce que si ma croyance que être riche c'est pas compter, bah juste je dépense sans compter et je me construis jamais de vraie sécurité quoi. Et j'avais tellement confiance dans ma capacité à générer de l'argent que j'ai jamais développé les compétences de en prendre soin et le faire fructifier parce que j'étais tout le temps consacré au début. Ce qui a eu avantages et inconvénients bien sûr. Mais du coup en ce moment, ce qui occupe le plus mes pensées c'est devenir une putain de brute de l'épargne et de l'investissement. Donc, je me suis bouffé un gros livre sur ça ce week-end. Et donc, forcément, comme je dis, cerveau basique, bah, comme je lis sur ça, bah, je pense beaucoup à ça. Je restimule des nouvelles choses avec des vidéos, des trucs sur ça. Et donc,
c'est dans mon espace mental en ce moment. C'est dans ce sens que je dis basique. Mais voilà, si la semaine prochaine je me focus sur un autre sujet, bah, ce sera ça qui sera là. Hmm. Ok. Alors, j'ai une double question qui est, est-ce qu'il y a ce projet versus ça te fera un revenu passif avec de gros guillemets? Thomas, quand est-ce que tu écris un livre? C'est un projet. C'est vrai? Ouais, on me l'a demandé en plus. En fait, il se passe des choses. Il se passe que j'ai toujours eu l'envie de le faire. Hmm. J'ai des demandes, notamment depuis que d'autres amis et personnes de notre écosystème écrivent des livres. Il y a des gens qui me disent Thomas, c'est quand le tien? Et j'ai plusieurs projets de livres même. Je sens que là, j'arrive au stade de ça devient trop inconfortable d'avoir juste le plan et les idées dans ma tête et pas incarné dans un document. Donc, je me suis dit que cet été, j'allais commencer à prendre du temps pour structurer au moins les chapitres et enfin voilà, faire l'espèce de fil rouge. Ça va arriver forcément. La question, c'est est-ce que je sors en premier un livre de moi et mes pensées et un peu les idées que j'ai envie de sortir moi, ce qui est pas ma préférence. J'aimerais bien, pour incarner ce que je te disais au début, de sortir de la version la personne starifiée, comme c'est beaucoup le cas en ce moment avec les bouquins, que les éditeurs sortent des bouquins avec des youtubeurs, des podcasteurs, des trucs comme ça en mode c'est la star que t'as connue, achète son livre. Moi, j'aimerais bien prendre le contre-pied de ça et faire un truc sur nos clientes à la place. Donc, je vais peut-être m'engager en public ici, comme ça, j'aurai plus le choix et de le faire exister. J'aime bien faire ça aussi. Public engagement, comme ça me pousse à l'action. Le livre que je rêve de créer, c'est un livre qui s'appellerait Les horizons kaléidoscopiques, qui serait donc une incarnation de entre 5 et 10 personnes qui, pour moi, sont le fruit parfait de ce que j'ai envie d'apporter aux gens. Et donc, c'est des personnes qui ont un mode de vie unique et sur mesure, qui peut sortir des normes qu'on nous vend comme la réussite sociale, et qui ont construit ce mode de vie épanouissant pour eux avec une entreprise individuelle qui leur a offert le fait de vivre concrètement ça, et de montrer plein d'exemples pour que les personnes qui lisent ensuite ce livre puissent se dire voilà plein d'exemples de ce à quoi ma vie peut ressembler si j'en ai envie, et ça n'a rien à voir avec ce qu'on m'a vendu comme étant la voie pour. Et j'ai plein d'exemples des personnes qui sont nos clientes ou pas, mais d'avoir des indépendants et des indépendantes qui incarnent ça. Ça, c'est le livre que j'aimerais sortir en premier. Parce que c'est pas moi le héros, c'est eux les héros et les héroïnes, quoi. Bon, Thomas Burbidge vient de s'engager en public. Ça arrivera. C'est sûr que ça arrivera. Oui. J'ai 29 ans, il me reste, je pense, en tout cas, je l'espère, 71 ans encore à faire des projets, donc ce livre arrivera forcément à un moment donné dans les 71 prochaines années. D'accord, très bien. Bon, l'intuition me dit qu'on le lira avant. Bon, c'est pas qu'une histoire d'intuition, c'est un peu de pragmatisme, mais bon, je vais m'attribuer le mérite de penser que j'ai une intuition exceptionnelle. Dernière question prévue, en tout cas, Thomas. Quelles sont les 3 habitudes que tu as pour être bien dans ta tête et pour être bien dans ta boîte? J'aimerais pouvoir te dire que je médite tous les matins. J'aimerais pouvoir te dire que je fais du sport tous les matins. Ça arrive, parfois pendant des périodes plus ou moins longues, que j'ai des rituels matinaux super ancrés. Et je sais que ça me fait vraiment, vraiment beaucoup de bien d'avoir ça. Mais je me rends compte, et je pense que c'est la vérité pour beaucoup de personnes, que je vais et je viens de rituels et d'habitudes en rituels et habitudes, et que je suis constamment en train d'y revenir. Donc je sais ce qui me fait du bien. C'est par exemple lecture, méditation, sport le matin. Mais je l'incarne, disons, allez, un tiers du temps. Donc je suis constamment en train de revenir à ça. Je crois que j'ai lâché l'envie d'avoir tout le temps une structure que je respecte tout le temps et qui devient ma norme. Je suis pas sûr que ce soit possible, ce soit l'envie que j'ai ou souhaitable. Mais en ce moment, des nouvelles habitudes que j'ai ancrées, plus sur le côté gestion, qui me font beaucoup de bien dans ma santé mentale, c'est des rendez-vous réguliers avec moi-même pour bosser sur les finances de la boîte, donc reprendre le prévisionnel, regarder nos indicateurs de performance, mieux comprendre ce qui se passe dans les finances aussi, parce qu'on arrive à un niveau de complexité où si tu fais pas ce travail, tu t'en rends plus compte en fait et tu suis plus. Donc voilà, juste regarder l'argent qui tombe sur le compte toutes les semaines, c'est plus assez. Donc ça, c'est quelque chose qui me fait beaucoup de bien.
mais que je fais pas trop souvent, parce que de le faire trop souvent, il y a une corrélation directe avec mon niveau d'anxiété. Donc je le fais régulièrement, pas trop souvent. Il y a des moments où je l'ai fait beaucoup trop, c'était horrible. La deuxième chose, c'est des rendez-vous réguliers avec les membres de mon équipe en individuel. J'ai beaucoup fui ça. J'ai beaucoup fui. Genre, je me suis raconté, j'ai envie d'une équipe 100% autonome, comme ça, moi, je reste juste avec moi-même et je fais des choses. Et là, j'ai fait le deuil, enfin, du fait que travailler avec des gens, je ne peux plus opérer seul dans mon coin sans être un bon collaborateur et bien collaborer avec les autres. Et donc, là, je fais des points individuels toutes les semaines avec les personnes de mon équipe. C'est trop bien. Et j'adore. Et j'ai trouvé le plaisir que je pensais pas trouver là-dedans. Et ça me fait beaucoup de bien à ma santé mentale aussi. Est-ce que fuir les points individuels, c'était une manière de fuir le risque d'être sur-responsable? J'aime bien que tu poses cette question. La dernière fois que j'ai fait le coup à Sonia Laurent-Bourg dans cet épisode, elle m'a dit c'est un piège, c'est un coaching, je me casse. Ah mais moi je suis ravi, hein. Piège-moi autant de fois que tu veux, Laura. Je sais pas si le terme sur-responsable là dans ce contexte me parle pas. Mais ce que je vois en tout cas, c'est que faire ces points enlève le fait que je sois le goulot d'étranglement de la boîte. Et je pense que aujourd'hui, j'ai plus de conséquences inconvénientes à être le goulot d'étranglement que d'avantages. Et je pense qu'il y a un moment où peut-être Thomas, le petit garçon, voulait que tout repose sur ses épaules et que la réussite de ce qu'on fait soit très fortement collée à moi, la personne. J'ai déconstruit et j'ai lâché ça, à mon sens. Et je rêve du moment où il se passe des trucs dans la boîte où j'en ai aucune idée de ce qui se passe. Ça commence à devenir le cas et c'est fascinant et hyper épanouissant de se dire putain, il y a des gens qui prennent des initiatives, qui construisent des trucs, je suis même pas au courant que ça se passe. On a dit que ce serait bien et ça devient réalité sans que je fasse quoi que ce soit. Donc je pense que ça c'est un endroit où j'ai lâché ce côté responsabilité. Mais ça prend du temps, tu vois. Ça fait 1 an et demi qu'on est en phase de structuration, que j'ai fait des trucs de recrutement, que j'ai fait de la merde, que j'apprends, que enfin voilà, c'est une phase de d'apprentissage encore une, et il y en aura encore d'autres de plus tard. Mais je pense que cette corrélation est plus si vraie aujourd'hui. Mais elle a peut-être été. Je saurais pas te dire il y a 6 mois peut-être. Est-ce que le besoin de reconnaissance, c'est un truc fort chez toi ou qui était fort chez toi? Parce qu'on le voit souvent chez les entrepreneurs. Je pense qu'il l'a été. Je pense qu'il y a des petites pics de rechute, mais c'est de plus en plus calme. Mon système est de plus en plus calme là-dessus. Mais il y a des moments. C'est surtout activé par des éléments de comparaison aussi. Tu vois, il y a des moments, je me souviens, il y a un moment où ça a été assez présent. Je suis très ami avec Alexis Minkela de Tribu Indé. On s'est lancé en même temps sur nos podcasts. La petite histoire, c'est que on parlait de création de contenu ensemble depuis longtemps. On se faisait des déj et tout. Et à un de nos déj, février 2019, on se dit, il n'y a pas de podcast francophone où c'est des freelances qui sont interviewés, où on parle de freelancing. Il y a que des trucs anglais, on les adore, mais pourquoi il n'y en a pas en français? Viens, on se chauffe et on en fait un chacun. Ce qui a donné naissance à Tribu Indé, mars 2019. Young Wild and Freelance, 1er mai 2019. Parce que j'ai plus procrastiné que lui. Et depuis, avec Alexis, on est très copains, on s'entraide beaucoup. Et en même temps, il y a une sorte de coopétition. Tu vois, on coopère et en même temps, bah, on se tire la bourre. Et je me souviens d'un moment, je sais pas pourquoi ça m'a activé, mais il a fait un épisode avec Oussama Hamar, pour qui j'ai pas forcément une plus grande admiration que ça. Enfin voilà, c'était juste une personne un peu inaccessible à l'époque. Et il a fait un épisode avec Oussama Hamar et j'étais en mode, oh le bâtard. Oh le bâtard, faut que je fasse un truc badass moi maintenant. Et là, c'est un moment où je pense mon besoin de reconnaissance s'est activé. Et alors, t'as voulu interviewer qui pour concurrencer Oussama Hamar, qui effectivement, ces années-là, était le mec qu'on voyait sur tous les gros podcasts chaîne YouTube. Bah, je me souviens plus trop à l'époque qui j'avais envie, mais je me souviens que mon espace mental s'est agité dans tous les sens. Tu vois, c'était en mode faut trouver un truc. C'est quoi une bombe que je peux lâcher tout aussi grande? Et je me souviens, j'avais pété un câble un peu dans tous les sens. Je pense ma revanche, ça a été d'interviewer Seth Godin un peu plus tard. Mais ouais, du coup, je préfère Seth Godin que Oussama Hamar en plus. Donc, ouais. Bah ça a fait moins de scandale, on va dire.
Oui, oui. Enfin, en tout Bah, cas, je suis plus aligné avec le message de Seth Godin oui, global que celui de Oussama Ammar. la Mais notoriété est pas la même quand même. n'en faisons pas des tableaux de chasse pour autant. Hmm. Thomas, est-ce que tu veux ajouter quelque chose? Est-ce que tu me permets de poser une question Je finis tous les épisodes de podcast sur mon podcast par une question parce que je trouve que ça fait continuer la chose. Cette conversation ne s'arrête pas quand on arrête d'enregistrer. Ouais, vas-y. Mais du coup, il faut que j'y réfléchisse. Parce que Vas-y. j'aime le principe de la question, mais j'ai pas encore choisi ma question. Hmm. Je pense qu'avec tout ce qu'on s'est dit, j'invite les personnes qui nous écoutent à observer quel est l'endroit dans leur vie où elles se critiquent beaucoup pour quelque chose sur lequel en réalité elles n'ont pas tant de marge de manœuvre que ça. Pour revenir sur ce qu'on disait sur on a une marge de manœuvre individuelle, oui, mais systémique plus grande. Et en fait, on n'a pas le contrôle sur tout. Donc je dirais, quel est un endroit dans ta vie où tu t'autocritiques énormément parce que tu es sous l'emprise que tu as 100% du pouvoir alors que c'est peut-être pas si vrai. Et peut-être qu'on peut s'autocritiquer un peu moins du coup. Je l'adore cette question, je me la prends pour moi aussi au passage, hein, mais je l'aime beaucoup cette question. Ça rejoint un peu une discussion que j'avais hier avec une amie. Alors on était dans le registre relations privées, sentimentales, etc. Mais il y a quand même un truc qui ressemble à ça, où ces derniers temps, en échangeant avec beaucoup d'amis, en l'occurrence c'est des femmes. Alors je ne sais pas si ça change quelque chose. Je ne sais pas. Je le précise au cas où. Qui, en l'occurrence, sont soit des psys, parce que t'imagines qu'autour de moi, il y a beaucoup de, de psys et de thérapeutes, soit des, qui sont, dont c'est pas forcément le métier, mais qui sont très intéressés par le développement personnel, la psycho, la socio, etc. Et où j'observe, dans ces couples hétéros, parce que peut-être que ça a une importance aussi, je ne sais pas, Oui, oui, oui. euh, une espèce de d'ultra sur, je ne sais pas, mais d'ultra intellectualisation du côté des femmes. Et je m'interroge ces derniers temps en me disant, je ne sais pas dans quelle mesure, finalement, à autant intellectualiser, est-ce que c'est mon besoin, est-ce que c'est ma responsabilité, est-ce qu'en même temps c'est pas moi qui exagère, est-ce que c'est pas moi qui en fais trop, est-ce que c'est pas moi qui nia. Je me disais, tu sais, dans quelle mesure ça vient déresponsabiliser les besoins de l'autre. Mmh. Et pour moi, il y a quand même un petit peu un lien avec ta question sur cette notion de beaucoup se débattre avec des points qui sont très importants. Bien sûr, la responsabilisation des besoins, c'est pas moi qui vais dire le contraire, c'est mon travail du quotidien. Mais il y a une, à mon avis, une certaine part, une grande part de systémique là-dedans. Ouais, grave. Je peux rebondir Ah, bien sûr. ou c'est le moment où il faut qu'on coupe? Ok. Ah non, vas-y, vas-y. Je pense que le bruit mental dont tu parles, l'espace mental que ça consomme et qui s'incarne dans des conversations souvent la fille avec ses copines et ses copains, le mec avec ses potes, ça vient aussi d'un manque cruel de communication. On nous a pas appris à communiquer d'une manière qui est pas violente, offensante. Et en fait, dès lors que ce flux de communication reste très actif entre les principaux concernés, il s'incarne moins par ailleurs et du coup, il se surintellectualise beaucoup moins. C'est En tout clair. cas, je pense que ça prend beaucoup moins d'espace mental et je pense que du coup, la dimension systémique, c'est que personne nous a appris à bien communiquer Bien sûr. et que plus il y a d'enjeux relationnels, moins on a cette compétence. Et ça s'incarne autant dans les relations intimes qu'avec les relations où il y a une transaction, donc dans le business. Où en fait, on a l'impression qu'on n'a pas le droit de communiquer comme ça ou que c'est une mauvaise chose. Mm. Et je pense que ça crée beaucoup de problèmes. Mm. Où en fait, juste communiquer et ouvrir les vannes de la discussion, il y a plein de verrous qui sautent, quoi. C'est clair. Je calcule pas le nombre de fois, je ne compte pas plutôt le nombre de fois où on m'a dit, ouais, oui, non, mais communication non violente, les besoins, machin. Oui, oui, non, mais très bien dans nos vies personnelles, mais genre, je peux pas parler comme ça au travail, ça va être trop bizarre, quoi. Et si On Si, peut si. adapter le vocabulaire aussi s'il y a besoin, si en face on a des... Sachant qu'en plus, le vocabulaire et la structuration des phrases à laquelle j'imagine tu fais référence là, c'est genre la micro-pointe immergée de l'iceberg de la communication non violente. C'est clair. Il y a tout un processus derrière avant de connexion à soi et connexion à l'autre, avant de mettre des mots dessus. C'est Et je clair. pense que souvent, cette réflexion de je peux pas parler comme ça au travail, c'est souvent parce que, en fait, on n'a pas vraiment creusé tout le protocole
et qu'on s'est arrêté à ah oui, j'ai lu dans un livre qu'il fallait dire demande, émotion, besoin. Exactement. Mais ça c'est c'est 0,1% de la CNV. Ouais, ce que je trouve intéressant aussi dans la formulation peut-être un peu projective dans le oui mais je peux pas parler comme ça va être bizarre. Des fois je me demande dans quelle mesure il n'y a pas une notion de je ne peux pas me parler comme ça. Et si déjà j'arrive pas à me parler comme ça peut être difficile de parler comme ça à l'autre aussi. Ouais. Le langage change tout. Quand on change notre langage, on change beaucoup de choses. Bon Thomas, à mon grand désarroi, je vais quand même clôturer cet épisode parce que je suis prise par une injonction de quand les épisodes sont trop longs, ne les écoute pas. Bon, alors tant pis pour les gens qui ne l'écouteront pas. Voilà. Si vous n'êtes pas arrivé jusqu'ici, désolé pour vous. Voilà. Mais c'est bien parce que d'avoir négocié avec cette injonction, ça a permis de ne pas arrêter l'interview il y a je sais pas combien de temps, 20 ou 25 minutes, j'en sais rien. En tout cas, merci beaucoup Thomas d'avoir accepté mon invitation et puis pour tout ce que tu as accepté de nous partager aujourd'hui, à la fois en termes de réflexion, à la fois en termes de confession et de vulnérabilité, d'authenticité. Et on remettra évidemment dans la description les liens vers Thomas, l'épisode de podcast dont tu as parlé aussi au début, enfin bref, les liens dont les auditeurs et auditrices pourraient avoir besoin. Et puis à très bientôt Thomas. Ouais, merci Laura, à charge de revanche dans l'autre sens sur Young Wild and Freelance. Ça marche.